Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. On le rappelle à nos téléspectateurs, Cartooning for Peace est une organisation qui a été fondée par Plantu et qui rassemble à peu près plus d'une centaine de dessinateurs à travers le monde entier. Ziad Limam, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Directeur du mensuel Afrique Magazine, avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonsoir. Et Bruno Darou, bonsoir Bruno, adjoint à RFI, la directrice de RFI, voilà la directrice Cécile Mégy de Radio France Internationale, et vous êtes en charge de l'information du service Monde. Alors on va commencer cette semaine dans le monde évidemment avec ces tensions très fortes aux États-Unis survenues après la mort de 2 hommes noirs tués par des policiers. Cela s'est passé dans le Minnesota et en Louisiane. Des vidéos ont tourné sur Internet sur le meurtre présumé de ces 2 hommes et cela a suscité la colère à travers tout le pays. Il y a eu une manifestation à Dallas et cette manifestation a dégénéré. Des tireurs s'en sont pris à des policiers. 5 policiers blancs ont été tués et ce soir, il y a encore toujours beaucoup d'incertitudes. Il y a des suspects qui ont été interpellés, 3 suspects interpellés et un autre suspect qui a été tué. On écoute tout de suite le président américain Barack Obama. Nous savons que c'est une attaque haineuse, calculée et méprisable envers les forces de police. La police de Dallas faisait juste son travail. Elle gardait des personnes en vie pendant une manifestation pacifique. Ces agents de la loi ont été ciblés et une douzaine ont été touchés et 5 abattus. Je veux être clair. Il n'y a aucune justification possible pour ce type d'attaque violente contre les forces de l'ordre. Alain Frachon, vous avez été longtemps correspondant aux États-Unis. C'est un continent que vous connaissez très bien. Il y a un problème de haine raciale dans ce pays ? Oui, il y a du racisme, bien sûr. Il y a une relation épouvantable entre les policiers et certaines communautés noires, même si certaines municipalités ont fait attention à faire je ne sais plus comment on appelle ça, enfin embaucher systématiquement des gens appartenant aux minorités. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a une relation épouvantable. Ces événements, c'est ce que les États-Unis peuvent produire de pire. C'est-à-dire du racisme, certainement, dans les 2 premiers cas que vous avez cités, pour les 2 jeunes noirs qui ont été tués dans des circonstances invraisemblables. Et ensuite, une violence qui est latente. Il y a tellement d'armes dans le pays. Si vous avez regardé attentivement les images de Dallas, vous verrez que ce sont des tirs. Alors, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 ou 3 tireurs, personne ne sait encore très bien, mais ce sont des tirs avec une arme automatique. C'est une arme de guerre, comme celle d'Orlando. Je pense que c'est le même type d'arme qu'Orlando. 150 projectiles par minute. Très précis. C'est une arme de guerre. Cette arme de guerre, on pensait qu'après Orlando, le Congrès s'est réuni pour essayer d'interdire la vente de ces armes. Pas du tout. Républicains et démocrates se sont écharpés sur le sujet et les républicains ont refusé de voter un texte de loi qui aurait permis d'interdire la vente de ce type d'armes. Là, vous avez un concentré de ce que les États-Unis peuvent faire de plus violent en quelques jours. Plus Internet, plus le téléphone portable. Ziad Limam, est-ce qu'on a vu ensuite, après la mort de ces 2 hommes noirs, ça aussi on ne l'avait jamais vu, c'est-à-dire des hommes qui s'en prennent à des policiers blancs, 5 policiers blancs qui ont été tués. Donc il y a eu là des représailles, et ça c'était quand même, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Certes, si, on a vu ça, des représailles, Alain Frachon. Ça me rappelle les années, au début des années 70. Oui, 70, les grandes émeutes urbaines. Les grandes émeutes urbaines, absolument, les Black Panthers ont pris les armes pour tirer sur la police. Voilà, il faut attendre un petit peu de voir qui sont ces gens. Est-ce qu'on a affaire à un groupe organisé? Est-ce qu'on a affaire à des lone wolves, comme on dit? Quelle est la tonalité idéologique ou pas du principe? Moi, je crois que je me suis un peu concentré sur comment vivait la communauté noire tous ces événements depuis une semaine, et on peut le faire aujourd'hui en s'abonnant sur des comptes de réseaux sociaux fameux, et on sait exactement on voit un peu comment les gens pensent. Et je pense qu'il y a une immense frustration dans la communauté noire, d'abord parce qu'elle n'est pas toute violente, elle est quand même dans son immense majorité intégrée en partie dans la société américaine. Il y a un président, il y a des images positives, mais les gens disent on n'est pas défendu. Et moi, ce qui me frappe dans tous ces incidents, c'est que jamais la loi et jamais l'État américain ne vient au secours de la victime. Tous les cas depuis. Il y a eu, je crois,
Il y a eu 160. Non, il y a eu, le chiffre est impressionnant. Alors, je suis malheureusement obligée de vous interrompre parce qu'il y a un petit souci technique. Ah, je parle dans le vide ? Complètement. C'est-à-dire que personne ne vous entend. Là, on vous entend, mais très faiblement. Enfin, on voit votre bouche. Voilà. Donc, c'est lié peut-être. Donc, on va vous changer votre micro. Bon, ça arrive, c'est pas très grave. Bruno Darroux, on est obligé malheureusement d'avancer. Bruno Darroux, ce qui est quand même étonnant, c'est que ça arrive quand même sous cette mandature de Barack Obama. Et on aurait pu penser justement qu'avec l'élection d'un président noir, qu'il allait peut-être y avoir une résorption, en tout cas, de cette fracture raciale aux États-Unis. Et visiblement, c'est pas le cas. Oui, je pense qu'au départ, ça a été l'espoir de certains. Après, certains dans la communauté noire ont reproché à Barack Obama sa très grande prudence, en tout cas pendant les premières années de son mandat sur la question noire. C'était compliqué pour lui, ça le reste. On a vu son intervention. C'est des termes assez généraux, une attaque haineuse, méprisable. Il est obligé évidemment de défendre la police qu'il a et la victime. Après, évidemment, ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que pendant toutes les années de son mandat, ça a été extrêmement compliqué pour lui. Alain Frachon, comment faire pour sortir justement de cette violence? Alors, on va demander à l'assistant de plateau de rentrer et de... Voilà, parce que finalement, on est en direct. Et on ne va quand même pas laisser Ziad ne pas pouvoir parler pendant 20 minutes et de changer en même temps le micro. C'est le direct, c'est pas très grave. Alain Frachon, comment sortir justement de cette spirale de la violence? Alors, on a évoqué à un moment que les policiers embarquent avec des caméras pour filmer... Ça se fait dans certains États. Absolument, et ça a eu un résultat. Et ça marche. Ça se fait, et ça marche plutôt, ça se fait dans certains États. Et bon, voilà, et après, il y a, par exemple, à New York, la police de New York a fait très attention à avoir systématiquement dans ses rangs, je ne sais plus comment on traduit, affirmative action, d'employer systématiquement... discrimination positive. Oui, discrimination positive pour que la police finisse par ressembler un peu aux quartiers dans lesquels elle patrouille. Donc vous avez tout ça. Mais enfin, bon, il reste que 123e noir tué par la police depuis le début de 2016. Je vous donne un autre chiffre. 1152 personnes tuées par la police en 2015, dont 41% de noirs, alors que les noirs représentent 13% de la population. Donc on voit bien, tout le monde sait qu'il y a une crise de confiance terrible entre la police et entre les noirs, à tel point que cette fois-ci, les deux gouverneurs dans lesquels il y a eu des incidents, je ne parle pas de Dallas, mais les deux incidents que vous aviez mentionnés avant, ont dit: nous demandons à ce que ce soit la police fédérale qui mène l'enquête et la justice fédérale qui mène l'enquête et non pas la justice de nos États. C'est-à-dire faire remonter ça au plus haut pour dire que voilà, il y a un problème national qu'il faut bien traiter d'une manière ou d'une autre. Ouais, vous pouvez parler, Ziad maintenant. Là, vous êtes on. Okay. Non, mais ce que je disais tout à l'heure dans le vide, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de justice. Qu'il y ait un incident, qu'il y ait une bavure, qu'il y ait ceci ou cela, dans une société où circule un nombre invraisemblable d'armes, sur un fond racial complexe et j'allais dire même récent, puisque les grandes lois d'émancipation, les gens ont oublié, les grandes lois d'émancipation, c'est 1960. C'est pas le siècle dernier, c'est quand même aussi un territoire d'esclavage industriel, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a eu une guerre de sécession entre États, entre Américains autour de ces questions. Donc ça est très important. Mais où est la justice ? Tous les cas où c'est flagrant qu'il y a eu un abus d'utilisation de la force, etc., il y a des jurés qui disent « Ah ben non, comment on appelle ça en américain, c'est le... » Enfin, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas lieu de poursuivre. C'est tout juste si on retire le gars. C'est tout juste si on retire le gars de la force publique. C'est tout juste si on lui retire son badge. En fait, il y a une justice à deux vitesses. Non, il y a une injustice flagrante. On parle de 123 personnes qui ont été tuées dans des conditions peut-être pas toutes, et c'est pas tous des saints, mais quand même. Et la deuxième chose, c'est que ça pose la question de l'utilisation de la force légale aux États-Unis. Ces types dont on connaît maintenant un peu les portraits, ces policiers, on s'aperçoit qu'ils ont 110 heures de formation à l'arme à feu et 3 minutes de formation à la médiation. Et ça dépend d'aucune autorité, ça dépend d'un shérif, ça dépend d'une ville, donc c'est pas centralisé. Donc on a un président qui fait la leçon de la morale depuis 4 ans, mais au bout d'un moment, les gens en ont marre. D'abord, lui, il est un peu de chez nous, il n'arrive pas à agir. Et puis, il y a des discours permanents sur, pour une fois que je ne fais pas dans le pro-Obama, il y a un discours permanent sur le contrôle des armes qui n'aboutit à rien. Donc, je pense que c'est une communauté qui est extrêmement fragilisée. Quand les gens disent sur Twitter, je ne laisse pas mes enfants de 15-16 ans sortir le soir, parce que j'ai peur qu'ils ne rentrent pas, et ce n'est pas des types qui habitent au fin fond du ghetto. Des gens qui habitent à New York, des gens qui habitent dans le Minnesota, etc. Bruno Darroux. Pour le moment, à l'heure où on parle, le tireur abattu, alors on ne sait pas si c'était effectivement un loup solitaire ou pas, on sait que
il a discuté avec la police juste avant d'être abattu par un robot policier, et il a dit, enfin, c'est effectivement des paroles de haine, mais enfin qui en disent long. Il a dit je veux tuer des blancs et notamment des policiers blancs. C'est-à-dire là, on est quand même dans un degré de haine absolument incontrôlable. Et en plus, ça se passe dans un État où, alors je ne sais pas si c'est le seul, mais un État où les armes peuvent être portées de manière visible. Hein, voilà, ce qu'on appelle open carry. Donc porté ouvertement. Ce qui a d'ailleurs amené un incroyable quiproquo. Il y avait un noir qui portait donc un open carry, un fusil automatique à l'épaule hier, qui a été photographié par d'autres gens qui l'ont posté sur un site en disant voilà, ça c'est un des tueurs, le type s'est retrouvé. Enfin, je veux dire, on aboutit à des situations absolument ubuesques pour une société moderne du XXIe siècle qui se veut une démocratie de toute façon multiraciale. Donc ça ne peut pas continuer sur cette tolérance de la violence et des armes. Et c'est une thématique qui va évidemment s'inviter encore dans la plus campagne présidentielle. Que ce n'était le cas dans la campagne présidentielle. Voilà, et on attend d'ailleurs la réaction de, évidemment, Hillary Clinton, mais qui sera sans doute sur la même ligne que celle de Barack Obama, mais surtout ce qui est intéressant, celle de Donald Trump. Oui, les deux candidats, pour le moment, ont annulé les meetings qu'ils avaient prévus dans les prochaines heures. Laure, trois dessins sur cet événement. Alain parlait du concentré de violence. On a ce dessin de Ed Hall, dessinateur américain. Si on le voit à l'écran. On va le voir, on dit qu'on va le voir. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà, on a cette tête de mort, et puis si on zoome, évidemment, on voit tout l'attirail armé, et puis ce fond ensanglanté. Les États-Unis, aujourd'hui, ont ce visage. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, en l'absence de preuves, effectivement, c'est vrai que c'est le policier qui a tendance à gagner la mise dans les jugements. Et donc, du coup, alors le noir craint de se faire, évidemment, tabasser par le policier. Et puis, en face, le policier, il commence à avoir peur qu'on le filme en train de... Donc, la vidéo, je pense que c'était la compagne de celui qui a filmé. La vidéo, c'est l'élément nouveau. Voilà. La vidéo, ça va changer beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux, ça va même devenir, là, tout le monde va y aller de son iPhone pour essayer de capter, pour que ça fasse preuve. Dans le cas du premier incident, les gens qui monitorent, en fait, maintenant, il y a des groupes de pression qui monitorent les communications de la police, se sont aperçus qu'il y avait un incident, ont envoyé des gars avec des téléphones pour filmer. Donc, c'est le deuxième film qui est encore plus révoltant que le premier, et qui est très clair dans l'intention, j'allais dire, entre guillemets, homicide. Et ça change tout. Et au point qu'il y a un débat d'ailleurs sur Facebook. Est-ce que Facebook doit passer les trucs live, pas live? Est-ce qu'il faut censurer? Ça pose tout un tas de questions, c'est sûr. Et puis pour terminer, ce dernier dessin à nouveau de Ed Hall qui pose évidemment la problématique des lobbies très, très puissants des armes qui font un petit peu dictent leurs lois. C'est vrai qu'on se demande comment ce pays n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes sur cette question. Alors, on va pas avoir le temps, malheureusement, d'en parler, mais je voudrais quand même qu'on voit ces images, parce que c'est une des images fortes de la semaine, c'est ces attentats à Bagdad, notamment dans le quartier chiite de Qarada. C'était le week-end dernier, avec un bilan qui a été revu à la hausse tout au long de la semaine. On parle désormais de 300 morts. Je vous rappelle que cette attaque a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique, et que le Premier ministre irakien Al-Abadi a été vivement critiqué par la population, accusé de ne pas la protéger suffisamment. Alors, il a pris quelques mesures, le Premier ministre irakien notamment. Il a démis son ministre de l'Intérieur, ainsi que 3 hauts responsables des services de sécurité de Bagdad. Voilà, une semaine marquée par cet attentat à Bagdad. Près de 300 morts dans le quartier chiite de Qarada. Et on n'avait plus vu un attentat d'une telle ampleur, en tout cas avec un bilan aussi lourd, depuis l'intervention américaine en 2003. Dans un instant, le rappel des titres et puis la seconde partie de notre semaine dans le monde. On va parler un peu actu française. Manuel Valls qui a utilisé pour la seconde fois le 49.3 pour faire passer la loi travail. Et puis on va se faire plaisir, on va parler football, parce que c'est une très très belle victoire. C'est celle de l'équipe de France. C'était hier face aux Allemands, face à la Mannschaft. Voilà pour le programme, à tout de suite.